L'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs. Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur ZeroNet TV. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Dorénavant, tous les mois, on parlera sur ZeroNet TV de séries, de cinéma, mais pas que. Bienvenue dans l'ultra haute émission avec au menu pour cette première. Eh bien, on va parler de séries forcément et du coup de cœur de la rédaction. Il s'agit de Watchmen, bientôt diffusé sur HBO et sur OCS. On va tout vous dire. On évoquera aussi la technologie dans cette émission. On parle beaucoup de son et d'image et c'est Jean-Sébastien Zanqui qui viendra nous en parler avec entre autres un nouveau décodeur Canal qui arrive. Quoi de neuf sur Amazon Prime Video? Vous connaissez peut-être les séries Jack Ryan mais aussi The Boys. La patronne d'Amazon Prime Video France sera avec nous en studio. Et puis on évoquera avec notre partenaire Sens Critique le top 5 des séries du mois. Et vous verrez, Guillaume a choisi des choses bien sympathiques. On parlera aussi d'histoire des séries dans cette émission et on fêtera ensemble les 25 ans d'une série mythique qui nous a fait mourir de rire. Il s'agit de Friends. Et puis la sortie ciné du mois, il s'agit de Ad Astra, un film de science-fiction, mais peut-être pas si facile que ça. Et Thomas Camacho nous en parlera tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, vous le savez, vous allez pouvoir réagir au contenu de cette émission avec le hashtag UHE, hashtag UHE comme Ultra Haute Émission. Merci d'être là et bienvenue. Merci donc d'être là pour ce premier nouveau rendez-vous. Alors vous vous dites sur ZeroNet TV, pourquoi parler en fait de séries et de cinéma et de technologie? Bien tout simplement parce que on s'est rendu compte que vous étiez fan de séries et de ciné et de technologie. Quand on est fan de high-tech, forcément tout ça est intimement lié. Donc ce rendez-vous sera dorénavant tous les mois. On va parler de films, de séries et puis vous allez le voir avec nos invités, on va aller bien au-delà. Je suis ravi d'accueillir Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François et bonjour à tous. Alors Jean-Sébastien, vous connaissez bien évidemment sur ZeroNet TV qui parle beaucoup de son et d'image et on ne le savait pas, on l'a découvert quand on préparait cette émission. Tu es fan aussi de séries? Ouais, j'aime beaucoup ça, séries, ciné. Voilà, depuis que je suis ado, je baigne dans ça, donc je suis très content de participer à l'émission. Et bien voilà, Jean-Sébastien sera avec nous tous les mois. Et puis, alors deux têtes qu'en revanche, nouvelles, que vous ne connaissez pas. Nous avons Guillaume Boutin qui est là. Bonjour Guillaume. Hello François, bonjour à tous. Alors Guillaume est le fondateur d'un site que vous connaissez sans doute. Moi j'adore Sens Critique. Si on est fan de séries et si on tape par exemple sur un moteur de recherche bien connu le nom de sa série préférée, Sens Critique arrive très vite et avec une communauté énorme. Hein. Tu nous présenteras tout à l'heure Sens Critique et puis bien sûr on partagera avec toi ton expertise concernant les séries Guillaume. Merci d'être là. Et puis Thomas Camacho est là aussi. Bonjour Thomas. Salut François, bonjour à tous. Alors Thomas fait partie de la maison, on va dire, de l'ex-radio. Il travaille en fait à RMC et Thomas est un fan aussi de séries, de cinéma. Tu as d'ailleurs un podcast tout à fait lié à tout ça. Qui s'appelle Fin de séance. Voilà, Fin de séance qu'on retrouve un peu partout. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes Spotify de podcast. également. Voilà, et vous verrez que Thomas est un fin connaisseur aussi de tout ce milieu. Avant de parler donc de notre premier trailer de cette première émission, un mot quand même aussi, parce que vous allez pouvoir gagner des cadeaux dans ce rendez-vous et pas n'importe quel cadeau, puisque avec notre partenaire TCL, on va vous offrir une télé, ce qui est plutôt pas mal pour regarder des séries et des films. Oui. Et c'est une belle télé 55 pouces qu'on va vous offrir. Alors en plus, elle a franchement tous les derniers raffinements. Elle est compatible Dolby Vision. Elle vous permet aussi d'être connecté. Forcément, elle est connectée, donc vous avez accès à tous les services de vidéo en streaming. Et cette télé, pour la remporter, c'est très simple. Vous allez sur le site de zeronet.com et vous allez dans la rubrique concours. Et là, vous verrez, tout est indiqué pour pouvoir participer au tirage au sort donc, de cette belle télé que nous vous offrons avec donc, notre partenaire TCL. Mais pour débuter, donc, premier rendez-vous, on va parler trailer dorénavant dans l'Ultra Haute Émission. Et oui, le trailer du mois, autant commencer par quelque chose qui frappe et tous les mois, on sélectionnera pour vous une série, peut-être pourquoi pas même un film qui s'apprête à sortir et qui fait le buzz. Et on a choisi pour débuter Watchmen qui sera bientôt diffusé sur HBO et sur OCS. Regardez, on vous propose quelques images. This is a stick-up! Who are you?
you? Who am I? If I knew the answer to that, I wouldn't be wearing a mask. There are people who believe that this world is fair and good. It's all lollipops and rainbows. We don't do lollipops and rainbows. We know those are pretty colors that just hide what the world really is. Black and white. Voilà, cette série, donc, quelques secondes de ce trailer que vous pouvez retrouver évidemment un peu partout sur le web. Une série qui est très attendue, qui sera disponible le 21 octobre en France sur OCS. Alors pourquoi avoir choisi Watchmen? La question qu'on va poser à toute la team de l'ultra haute émission. Bon alors Guillaume, puisque tu es le nouveau de la bande, avec Thomas, mais bon, il faut bien que quelqu'un commence. Hein, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, Guillaume, ne t'inquiète pas, tout va bien pour cette première. Et donc, oui, alors pourquoi Watchmen? Et en plus, j'ai l'impression que c'était un peu un avis collégial. Hein. Vous étiez tous d'accord là-dessus. Watchmen, c'est... alors déjà, au niveau de Sens Critique, c'est la deuxième série la plus attendue cette année. Elle est annoncée depuis très longtemps. J'aurais pas dû me bêtise, je sais plus le nombre d'années. C'est une grosse licence, c'est une grosse BD, enfin une grosse franchise avec une grosse BD, un gros film qui a plu en plus, qui a très bien marché. Qui est sorti il y a quelques années. Hein. C'est l'adaptation cinématographique en fait d'une série, on est d'accord. Hein. C'est ça. Et donc voilà, tout le monde l'attend. Les premières images qu'on voit laissent penser que ce sera pas mal. Voilà. Et alors j'ai cru voir Don Johnson. Oui. C'est vrai? Oui. Mais celui de Flic à Miami, quoi. Exactement. Mais il n'est pas à la retraite, Don Johnson. Classe éternelle, Don Johnson. Mais on le voit souvent dans les films de Tarantino aussi. C'est vrai. Donc non, il est toujours là. Non, Watchmen, très très attendu. Très très attendu parce qu'en plus, ce ne sera pas une adaptation du roman d'Alan Moore et de Dave Gibbons. Ça va être une extension, une suite. Donc on est très curieux de voir ça. Il y a un sacré casting. Damon Lindelof derrière, Lost. Je pense que toutes les planètes sont alignées pour qu'on ait un super show. Hein. Moi, je suis très curieux. J'ai vu qu'il y avait un certain Robert Redford dans le casting qui va faire le président, je crois, des États-Unis. Ah. J'ai vu ça sur Internet. Robert Redford dans une série, c'est quand même un truc de dingue. Hein. Oui. Ça vous dit quelque chose ou pas, non? Alors, moi, je suis passé complètement à côté de Robert Redford. Bah ouais. Tu m'apprends un truc, là. Moi, je ne savais pas. Hein. Sincèrement, je savais pas. Vérifiez peut-être. Moi, j'avais retenu surtout Jeremy Irons, Regina King, là, qu'on voit dans la bande-annonce, l'actrice. Et puis, Don Johnson, ouais. Donc, non, moi, je suis très, très curieux. Et puis, c'est aussi réalisé par Nicole Castle, donc une femme réalisatrice pour ce type de production, ce qui est assez rare. Elle a fait ses preuves aussi sur Game of Thrones, notamment. Moi, ça vaut le coup de jeter un œil là-dessus. Ouais, carrément. Jean-Sébastien, tu seras sur OCS le 21 ? Ouais, clairement. Moi, je suis fan de Lindelof, qui est derrière la série, qui avait fait Lost, qui avait fait une autre série vraiment géniale qui s'appelle The Leftovers, qui racontait comment 3% de la population mondiale avait disparu d'un coup, et comment la société se réorganise autour de ça. C'était génial comme série. Et en plus, la bande-annonce, elle est signée Nine Inch Nails, qui est un groupe de metal indus, qui a fait des bandes-annonces vraiment géniales comme The Social Network, le film sur le Mark Zuckerberg, qui avait eu un Oscar pour ça. Donc franchement, je pense que les planètes sont alignées pour que ce soit une série vraiment géniale. Bon. Alors là où le premier film et le roman parlent de la menace nucléaire, là il est question a priori d'extrémisme religieux, de terrorisme. Donc est-ce qu'ils iront au bout de cette idée-là? On verra. Est-ce que la promesse sera tenue? Alors il y a une anecdote, c'est-à-dire que l'auteur de la BD a voulu se désolidariser du projet de cette série. On sait pourquoi ou pas? Parce que c'était un nouveau scénario. D'accord, et il s'est dit, je valide pas en fait le concept. Bon, est-ce que c'est un problème finalement? Est-ce que ça va entacher un peu l'image de cette série? Bon, cela dit, wait and see, on verra bien ce qui va se passer. Ça l'entachera peut-être auprès des fans de l'original, mais après auprès du grand public qui connaît peut-être pas Watchmen, qui découvre ça, cette licence via HBO qui est quand même une grosse machine, donc je pense pas que ça entache quoi que ce soit. Et à mon avis, vu qu'il se trouve derrière cette série, ça risque d'être bien réussi quand même. Donc. Alors Pierre qui est à la technique me dit que de toute façon, il se détache de toutes les œuvres qui sont faites. Oui, il fait pour Vendetta aussi. Bon. Du moment que c'est pas lui qui l'a écrit, il se détache de tout ça, quoi. On peut le comprendre. Oui, je pense que les fans peuvent être aussi contents d'avoir justement une nouvelle histoire et de découvrir quelque chose et d'avoir une vraie surprise et de ne pas ressasser ce qui a déjà été écrit. Donc je suis même pas sûr que ce sera un frein même pour les fans. Non. Dans tous les cas, les fans seront là, ça c'est sûr.
Voilà, ce trailer donc Watchmen, on aura l'occasion sans doute d'en reparler dès qu'on aura vu en fait le premier épisode qui est prévu fin octobre. Dans ce rendez-vous donc ultra haut débit et d'émission, n'hésitez pas, vous pouvez réagir à tout moment avec le hashtag sur Twitter UHE, vous nous dites un petit peu ce que vous pensez de Watchmen, est-ce que ça vous donne envie ou pas. Et maintenant on va retrouver le rendez-vous de Jean-Sébastien Zanqui, c'est le JT du son et de l'image. Et oui, parce que forcément, quand on parle de tech sur 01net TV, on fait appel à Jean-Sébastien Zanqui, logique. Et vous allez voir que les séries, ce monde-là, est très imbriqué en fait, à la geekitude. On aime bien aussi, quand on regarde une série, avoir une belle qualité d'image, une belle qualité de son. Et puis en plus, c'est un milieu en fait qui évolue énormément. On était à la 4K. Avec TCL, on vous offre une télé 4K, mais maintenant, on parle déjà de 8K. Tout à fait. Jean-Sébastien, c'est d'ailleurs ton premier titre Oui. de ce JT, la 8K. Alors, il y a une actu cette semaine concernant la 8K. Oui. De quoi s'agit-il? En fait, on a l'impression que la 8K existe depuis maintenant 1 ou 2 ans, puisqu'il y a des téléviseurs 8K qui sont proposés à la vente. Mais en fait, la norme n'était pas encore complètement définie et arrêtée par les organismes qui sont en charge de ça. Donc ça y est, cette semaine, la CTA, qui est la Consumer Technology Association, a défini ce qu'allait être exactement la 8K. Donc selon elle, ce sera une image qui est 4 fois supérieure à la 4K en matière de définition. Donc on a une définition de 7860 pixels par 4320. Ensuite, avec une image qui sera à 24, 30 ou 60 images par seconde. Ensuite, il faut aussi que les téléviseurs puissent lire le format SD, le format HD et le format 4K. Donc il faut qu'ils puissent upscaler ce genre de contenu pour les écrans 8K. Alors là, évidemment... Est-ce que ça lira le format VHS, on me demande? Alors non, malheureusement pas. On peut essayer de brancher Non. son caméscope en Péritel, mais je suis pas sûr que ça... Enfin, son magnétoscope, pardon, mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Voilà, alors effectivement, depuis l'année dernière, il y a Sony, Samsung, LG ont des modèles 8K qui ont été annoncés. Pour l'instant, ce sont des modèles qui sont quand même très chers. Il y a des premiers prix chez LG qui commencent chez Samsung qui commence autour de 5 000 € pour des modèles 65 pouces. Mais par contre, il y a des modèles qui sont hors de prix. Le Z9, par exemple, de LG, qui lui fait 88 pouces. C'est une dalle OLED, c'est la plus grande dalle OLED qui existe sur le marché. Bon, lui coûte 30 000 €. Donc voilà, c'est quand même pas donné. Donc en tout cas, voilà, maintenant faites attention, si jamais vous voulez acheter un téléviseur 8K, que ce téléviseur réponde vraiment à cette norme pour qu'il puisse justement dans le futur être compatible avec tous les équipements qui arriveront, qui sont disponibles en 8K d'ici 5-10 ans. Alors évidemment, c'est un peu comme la 4K. La 8K coûte cher dès maintenant. Ah oui, bien sûr, ça baissera au fur et à mesure. Dans les mois ou les années qui viennent, ça deviendra accessible. En tout cas, on le souhaite. Deuxième actu, c'est du côté de Canal qui a annoncé pour cette rentrée, alors pas mal de nouvelles offres. On ne va pas les détailler ici, puisque maintenant, en fait, Canal intègre Netflix dans certaines offres. Et là, on va parler de hardware avec une nouvelle box qui a été présentée. Alors, c'est un nouveau décodeur. En fait, c'est pas vraiment un décodeur principal. C'est un mini décodeur sans fil. C'est un petit boîtier qui fait 13 cm sur 13 cm, qui est Wi-Fi et qui se connecte en fait donc sans fil au décodeur principal qui a été présenté l'année dernière par Canal. C'est le modèle G9. Et ce boîtier, vous allez pouvoir le mettre dans une autre pièce de votre maison, sous un autre téléviseur, par exemple dans votre chambre, pourquoi pas, pour pouvoir profiter sur ce téléviseur-là du contenu Canal. C'est-à-dire que vous allez avoir accès évidemment au flux live de Canal, de toutes les chaînes de l'univers Canal. Les replays, j'imagine aussi. Alors effectivement, les replays aussi de tout l'univers de Canal+ à la demande. On va pouvoir continuer à visionner, par exemple, un épisode de série qu'on a commencé à voir sur le téléviseur principal de la maison. On va pouvoir le continuer à visionner à la chambre si on a envie un peu d'aller se coucher et de dormir devant. Voilà. Et puis, on peut aussi visionner dessus les enregistrements qu'on a effectués avec le décodeur principal. Donc, c'est plutôt bien fichu. La seule petite limitation, c'est que c'est un décodeur seulement HD et pas 4K. Donc, ça sera limité vraiment au téléviseur HD, pas vraiment les grandes diagonales pour l'instant. Ça a été présenté là cette semaine par Canal et pour l'instant il n'y a pas encore de prix qui est annoncé pour cette option, mais ça va arriver là dans la semaine qui arrive. En fait, c'est un deuxième décodeur Tout à fait. Décodeur principal de Canal, c'est ce que tu expliquais. Ce qui fait que finalement, si on reçoit la télé par les box, on n'a pas besoin de ce type d'outil. Tout à fait, c'est quand on est abonné Canal, par exemple par le satellite ou par la TNT. Parfait, très bien. Dernière petite news, c'est Amazon. Tiens, dans un instant, on aura le plaisir de recevoir la patronne de contenu, en fait, de l'acquisition des contenus d'Amazon France, justement pour Prime Video, vous savez, qui est le service de SVOD d'Amazon. Petite news concernant justement
une petite box aussi, j'allais dire, Oui, mais même c'est un elle peu est ça. toute petite, Ah, minuscule, ouais. d'Amazon qui sort en France Oui, aussi. c'est la Fire TV Stick 4K. Donc, c'est une petite clé HDMI finalement qui fait une dizaine de centimètres de longueur. Ça se branche directement sur le port HDMI de son téléviseur. Et ça permet en fait d'avoir l'interface TV proposée par Amazon qui forcément met en avant beaucoup le contenu Prime Video. Mais pas seulement. Il y a aussi d'autres applications disponibles. Par exemple, YouTube, Netflix, RMC Sport, Molotov, Arte, France 24. Donc on voit que c'est quand même assez riche. Niveau musique, on peut accéder forcément à Amazon Music, mais aussi à Spotify ou à Deezer. Donc il y a une volonté quand même d'ouverture. Tout à fait. Voilà. Moi je l'ai testé, alors ça fonctionne très bien, c'est plutôt réactif. Franchement, au niveau matériel et interface, c'est bien fichu. On a un micro sur la télécommande qui permet de demander à Alexa directement montre-moi les séries 4K, lance telle série sur Netflix. Donc à ce niveau-là, ça marche très bien. Les seules petites choses qu'on regrette, c'est qu'il n'y ait pas, par exemple, d'appli Canal. Si on est abonné Canal, on ne pourra pas accéder à Canal+ à la demande. Il n'y a pas d'application OCS et il n'y a pas non plus quelque chose qui aurait été un petit plus qu'on retrouve par exemple sur les Chromecast ou sur l'Apple TV, c'est-à-dire un système de diffusion sans fil de cast en fait qu'on peut avoir sur son smartphone. Par exemple, je suis sur l'appli Canal justement de mon iPhone et je peux caster sur l'Apple TV ou sur le Chromecast ce que diffuse mon smartphone. Là, ça n'existe pas, il n'y a pas de système équivalent pour Amazon. Donc c'est un petit peu dommage. Le système fonctionne très bien technologiquement. Ça montre peut-être un petit peu de maturité au niveau des offres, mais bon, peut-être que justement ces offres-là vont arriver bientôt. Alors pour avoir discuté avec les responsables de cette petite stick, de cette petite clé, il semblerait qu'ils discutent avec Canal. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Tout à fait. Bientôt soit intégré MyCanal. Ça serait bien. Et ça serait bien parce que là, à ce moment-là, on aurait à peu près tous les services. Exactement. L'autre intérêt de ce type de produit, Jean-Sébastien, c'est son prix. C'est son prix, c'est 60 €. Voilà, je crois que donc c'est clairement, vraiment... c'est hyper abordable par rapport à une Apple TV. Voilà, et c'est quand même mieux qu'un Chromecast. Et c'est plus riche on a une interface, voilà, tout à fait. on a une vraie télécommande, on a une vraie petite box. Exactement. Ça s'apparente peut-être plus à un Apple TV finalement, tout à fait. qui lui est beaucoup plus cher. Qui est plutôt autour des 200 €. Voilà, c'était le JT du son et de l'image de Jean-Sébastien Zankid, et Jean-Sébastien qui sera là pour nous faire un petit tour de toute l'actualité tech, vidéo, son, tous les mois dans l'ultra haute émission. Vous restez avec nous tout de suite, notre invité de ce premier numéro. On est ravis d'accueillir pour cette première de l'ultra haute émission avec le hashtag UHE si vous voulez réagir sur Twitter. Nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Bertrand. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Isabelle, vous êtes la directrice en fait d'Amazon Prime Video France. On va un petit peu découvrir avec vous ce qu'est Amazon Prime Video, mais je suis sur votre appli que j'ai téléchargée et que j'utilise régulièrement avec mon code Prime, donc il n'y a pas de problème, je suis avec vous. Il y a pas mal de séries, The Boys, Jack Ryan, je le disais tout à l'heure, The Man in the High Castle. Il y a aussi une série qui est assez effrayante qui s'appelle Laurie. Qui est issue, ou Lore, qui est issue d'un podcast très connu, je crois, aux US et qui a été adapté en série. Bref, beaucoup de contenu qu'on va découvrir avec vous. Et puis donc Thomas, Guillaume et Jean-Sébastien sont là pour aussi vous poser plein de questions. Donc Isabelle, présentez-nous un petit peu Amazon Prime Video. Donc Amazon Prime Video est une proposition qui est assez particulière puisqu'elle s'intègre effectivement, comme vous l'avez dit, dans l'abonnement Prime. Et c'est un des bénéfices en fait de cet abonnement qui a par ailleurs la livraison et Amazon Music. Et c'est un abonnement soit mensuel pour 5,99 € ou annuel pour 49 €, ce qui veut dire 4 € par mois. Donc en fait, Amazon Prime Video, c'est 4 € par mois, donc c'est plutôt compétitif. Voilà, avec donc le service de livraison, enfin tous les services. Il y a aussi Amazon Music Video, mais c'est pas le premium. On va dire qu'il y a quelques millions de titres. Il y a 2 millions. Pas tout le catalogue, mais c'est quand même bien sympathique pour écouter la musique. Il y a du cloud aussi, je crois. Enfin, il y a pas mal d'offres, c'est très riche. Plus ce catalogue. Est-ce que vous vous comparez par exemple à Netflix ? On ne se compare pas à Netflix par nature, puisqu'on n'est pas un service de stand-alone, enfin seul de divertissement, puisqu'on s'intègre dans cet écosystème. Et puis qu'en fait, nous, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que nos abonnés Prime en fait, soient contents et consomment nos séries. Donc ça, c'est notre objectif principal. Voilà, et donc tout comme tous les services de SVOD, vous avez vos propres productions, vous injectez
plusieurs milliards de dollars par an, hein, ou alors l'acquisition de contenus qui sont déjà produits, ou alors de vos propres productions. Hein. Je parlais tout à l'heure de Jack Ryan qu'on va évoquer dans un instant, ou bien le carton de cet été qui était The Boys, on va peut-être en parler. Ouais. Voilà, donc c'est ça un peu votre stratégie, fond de catalogue, mais aussi donc des nouvelles séries propres à Amazon. Alors on a effectivement sur le service, vous avez des séries télé, des films, des documentaires et aussi des dessins animés pour les enfants. Et puis c'est alimenté par soit nos productions effectivement maison internationales qui viennent d'Amazon Studios, des productions locales. Donc on a un certain nombre de séries et de projets scénarisés ou non qui sont en développement en France. Fait avec des producteurs français pour le marché français. Absolument, collaboration avec des talents et des expertises françaises. Et puis on fait effectivement de l'acquisition de produits qui ont été développés par des producteurs tiers. Et puis évidemment, alors qu'elles soient inédites, ou alors évidemment les séries cultes, puisqu'on a beaucoup de séries ou de films cultes sur le service. Voilà, alors évidemment, vous avez un fond de catalogue qui est monstrueux. Il y a du Grey's Anatomy, par exemple. Grey's Anatomy, Chicago Med, Downton Abbey, The Office, Big Bang Theory, Supernatural avec les nouvelles saisons qui arrivent. Il y a de quoi passer l'hiver, quoi. Il y a pas mal de choix. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Alors, je crois que vous vouliez on va voir quelques images du trailer de la saison 2 de Jack Ryan, qui est l'une de vos grosses séries, on va dire. Voilà, c'est un peu le blockbuster d'Amazon Prime Video. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? On retrouve John Krasinski en fait, dans une épopée d'action avec son acolyte Wendell Pierce. Il y a un nouveau casting avec Naomi Rapace. Et donc l'histoire, anecdotiquement, il tombe sur une livraison d'armes en Amérique latine, cette fois-ci. Voulez-vous, c'est comme ça. Et donc finalement, il va partir dans une conspiration au Venezuela qui va l'emmener en Russie, aux États-Unis et autres. Donc voilà, plein d'actions, toujours une qualité de production très élevée. Et voilà, c'est un peu aujourd'hui, on est obligé d'injecter énormément d'argent pour avoir de telles productions qui sont dignes de films. Enfin, je veux dire, les séries hein, et les films aujourd'hui, on n'arrive parfois même pas à détecter l'un ou l'autre. Hein. La série Mindhunter sur Netflix, elle est incroyable. On a l'impression de voir un film. Oui, Thomas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est incroyable. Quel est le budget en fait, d'Amazon Studio pour produire toutes ces séries ? Alors, on ne réfléchit pas en termes de budget, mais d'abord, c'est des talents. Parce qu'une série, c'est une bonne histoire et ça ne suffit pas d'injecter un budget. Et après, ça dépend. Voilà, vous avez une série d'actions avec des tournages et des nécessités de production ou des effets spéciaux quand c'est du domaine du fantastique, comme, je sais pas, Carnaval Row qu'on a sorti récemment, ou The Expanse, et donc il y a de la post-production très importante. Et puis, ou de l'animé, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu Undone, qui a été sorti récemment par l'équipe créative de BoJack Horseman. Voilà. Et puis après, il y a des séries qui nécessitent peut-être moins de budget, mais qui ont un talent d'écriture, si je prends Fleabag. Donc en fait, je pense que la qualité d'une série n'a rien à voir avec l'argent qu'on injecte dedans. Puis il y a notamment une série avec Julia Roberts. Hein. Vous êtes payé, entre autres, Julia Roberts avec Homecoming, voilà, qui était sortie l'année dernière. Il y aura une saison 2 d'ailleurs sur Homecoming ou pas ? Oui. Ça a été, d'accord, ça a été acté. Messieurs, vous avez la plateforme d'Amazon Prime Video, rien que pour vous, donc allez-y. Vous parliez des séries, des blockbuster séries qui arrivent. Il y a aussi le Seigneur des Anneaux. Absolument. Le Seigneur des Anneaux avec de grands talents derrière, notamment Juan Antonio Bayona, le cinéaste espagnol, petit protégé de Guillermo del Toro, qui va signer le pilote. Est-ce qu'on a une date de diffusion ? Est-ce qu'on sait, le tournage commence en Nouvelle-Zélande là bientôt ? Ça a été annoncé. On a une date à peu près ? On sait quand est-ce que ça arrivera ? Non, je pense que ça... Enfin, il y a un temps de production, il y a un temps de pré-production. Ça, je ne peux pas du tout vous donner de date. Dès qu'on aura l'information, je vous la communiquerai, mais non, on n'a pas... Mais ça, on va dire c'est un gros morceau. Hein. Ah oui. C'est vraiment... c'est énorme. Alors, c'est une très belle franchise. Donc voilà, donc ça mérite du temps. Très attendu au tournant aussi. Oui, mais c'est justement, ça nécessite du temps pour que ça soit bien produit. Oui, bien sûr, absolument. J'avais juste une petite question, parce que Amazon Prime Video est disponible dans des dizaines et des dizaines de pays, et dans certains pays, vous retransmettez même du sport, j'ai vu, et des événements en direct, des matchs de foot, du foot américain par exemple, je crois même, enfin moi sur mon appli, j'ai même vu, on me proposait même de regarder un match de foot américain, en me donnant rendez-vous à tel moment pour regarder une vidéo en direct, ce qui n'existe pas chez Netflix, ce qui n'existe pas sur les autres services de vidéo à l'allemande. Est-ce qu'on peut imaginer
étonné que là aussi, il y ait du sport qui arrive sur Amazon Prime Video en France. Alors, il va y avoir du sport en 2021, puisqu'on a fait l'acquisition des droits de retransmission des sessions nocturnes de Roland-Garros. Les sessions nocturnes. Alors justement, oui, Roland-Garros, à partir Là, vous avez de... des caméras qui filment la nuit, alors, parce qu'on... On va avoir un système de production adapté. Ouais. En fait, à partir de 2021, le cours central, Philippe Châtrier, sera couvert et donc permettra des retransmissions en prime time. Et donc, nous avons fait l'acquisition de ces droits ainsi que l'ensemble des matchs qui se passeront sur les cours Simone Mathieu. Pardon. Voilà. Et puis, finale et demi-finale en partage de droits avec France Télévisions, bien sûr. Donc vous devenez comme une vraie chaîne en fait. Est-ce qu'on peut demain imaginer avoir des vraies reste... émissions de télé, de l'info, des matchs de foot Ça reste encore, on va dire, très limité par rapport à, j'ai envie de dire, nos tests en fait, dans ces domaines-là. Donc non, on n'est pas encore une... En tout cas, on n'a pas encore l'ADN, on va dire, d'une chaîne classique. C'est pas du tout. Puis on a on va dire, un univers de consommation qui est différent. Guillaume, un mot sur The Boys, qui était une série qui a bien, j'allais dire, buzzé c'était un sur gros carton, Sens Critique. Tant quanti que quali. C'est-à-dire que les bonnes notes étaient là et les utilisateurs étaient là. Et ouais, je me demandais, dans l'écosystème Amazon, qu'est-ce que ça représentait? Est-ce que ça a été aussi un carton en termes de visionnage? Parce que chez nous, ça a vraiment marqué, je pense qu'il y a eu un avant et un après sur la perception des séries Amazon. Juste un mot sur cette série, c'est un peu un anti... C'est la vision... super-héros, voilà, quoi. C'est la vision irrévérencieuse des super-héros qui deviennent en fait des ripoux et qui utilisent leur pouvoir à des fins personnelles et qui détournent un peu le système du héros. Donc c'est très drôle en fait. C'est extrêmement cynique. Oui, c'est cynique, mais c'est une très belle série. Et qui a une grosse audience. Vous communiquez sur les audiences ou pas Amazon? Je sais qu'en général, les services de SVOD n'aiment pas communiquer sur les audiences. On a essayé de poser la question, on va voir. On va voir. Je ne sais pas trop sur la radio, Guillaume. Cette série a très bien marché. Et ce qui est amusant, c'est que nous, on a pu observer un phénomène, c'est qu'en fait, les premiers à regarder cette série, c'était les fans de super-héros, des grosses franchises classiques, et que derrière, ça a drainé un public qui n'était pas spécialement... moi le premier d'ailleurs, qui n'était pas spécialement fan des grands classiques du genre. Ouais. Un mot sur la qualité aussi de diffusion de vos séries. On voit que vous vous mettez la 4K, il y a de plus en plus de séries qui sont diffusées en 4K, notamment The Boys, je crois, qui est diffusé en ultra haute définition. C'est aussi quelque chose d'important de proposer la meilleure qualité comme au cinéma de certains de vos programmes. On a des ambitions en termes de qualité par rapport à nos productions maison, qui sont effectivement toujours tournées dans les plus hautes qualités possibles. Après, quand on fait de l'acquisition, parfois, cette qualité-là n'est pas disponible. Donc mais c'est un objectif, effectivement. Les prochains rendez-vous importants d'ici la fin de l'année sur Amazon Prime Video? En termes de séries télé, plein de lancements. On va dire donc The Expanse, qui est la série de science-fiction dont en fait on produit l'intégralité de l'épisode, de la saison 4, puisqu'en fait elle devait s'arrêter. Grand tollé des fans, et on a décidé de produire la saison 4. Donc c'est dingue, ça. Très attendue. C'est rigolo parce qu'avant, quand une chaîne de télé décidait d'arrêter une série, la série s'arrêtait. Maintenant, hop là, quand une chaîne s'arrête, les services de SVOD peuvent reprendre le flambeau. Ça a été le cas pour Sense8 sur Netflix, qui s'est arrêté, et les fans sur Twitter se sont insurgés, et donc du coup Netflix a décidé de produire une ultime saison. Qui était un gros film, non, c'est ça? Oui. C'était deux parties, je crois, non, c'est ça? Alors il y avait un premier épisode qui était très long, qui était l'équivalent d'un long métrage quasiment, qui faisait 1h20, 1h30, et puis alors moi je ne l'ai pas vu pour le coup, mais il y avait quelques épisodes ensuite qui étaient derrière. Il y avait Black Mirror aussi qui est passé à partir de la saison 4, qui, si je ne dis pas de bêtises, a été produite par Netflix, alors qu'avant c'était BBC. Et puis c'est le cas aussi de Lucifer, qui était une grosse série qui était diffusée, je ne sais plus sur quel network américain, et que Netflix a rechopé. Il y a Designated Survivor aussi que Netflix a rechopé, mais bon, ça a été un flop la dernière saison, donc ils l'ont arrêté de la produire. The Expanse, et puis il y a une autre série qu'il faut voir d'ici la fin d'année sur Amazon Jack Ryan, bien sûr, la dernière saison de Man in the High Castle, la saison 3 de Marvelous Mrs. Maisel, qui a eu quand même 2 Emmy Awards. On peut se faire plaisir effectivement avec Fleabag aussi, parce qu'il y a quand même eu des récompenses également. Star Trek, ce sera en début d'année prochaine. Ça, c'est un gros morceau aussi. Voilà, etc. Ça, c'est une série que vous produisez, Star Trek. Oui.
avec Patrick Stewart Picard, qui revient. Ouais, Star Trek Picard, exactement. Et puis on a, on lance aussi des séries françaises. Donc aujourd'hui, on a des collaborations aussi avec des chaînes pour passer en deuxième fenêtre. Il y a une série Jeu d'influence avec Laurent Stork et Alix Poisson sur justement tout le scandale Qui est passé sur Monsanto. Arte, hein, Absolument. Donc il sera disponible à partir d'aujourd'hui. Une très très bonne série française, ouais. Très Je bien. recommande Très à bien. titre perso. Oui, avec un très bon réalisateur, bien sûr. Il y a un vrai niveau de l'estrade. Il y a un vrai niveau de réal et le scénar aussi. Enfin, c'est très très bien. Très bien, Voilà. merci beaucoup. Et puis Isabelle. un Oui. documentaire sur Varane quand même. Ah oui, Varane, c'est vrai. Voilà. Voilà, un peu de foot quand même. Oui, Ouais, moi j'ai une question. Parce que Amazon Studio s'est positionné aussi sur la distribution et la production de films, de longs métrages en salle. J'ai vu là récemment qu'ils repensaient leur stratégie pour se concentrer plus sur des blockbusters, moins de films d'auteur en salle, plus de blockbusters, mais directement sur leur plateforme en fait. Comment ça se traduit exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris moi en fait la démarche. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, Parce que ça va être pénalisant aussi pour les Oscars. Il y a Manchester by the Sea qui a été produit par Amazon, qui a été aux Oscars. Et là, si Amazon demain décide de ne plus aller en salle et de se concentrer sur des gros morceaux, des blockbusters, que sur leur plateforme. non, mais c'est comme Netflix, avec le Martin Scorsese qui va sortir en novembre et qui ne sera pas dans les salles. et Ou qui va comme sortir Roma direct. aussi. Voilà. Mais alors du coup, c'est quoi Roma avec quelques sorties salles Ouais. aux États-Unis, ce Parce qui lui a que- permis d'aller aux Oscars, et ce sera peut-être la même chose. Parce qu'il a pour brillé en The Irishman. festival. Mais on se rend compte qu'il y a vraiment maintenant deux chemins, quoi. Il y a le cinéma d'un côté et puis la SVOD de l'autre, qui vit sa vie avec ses propres productions. je pense que pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une volonté d'aller vers justement des grosses productions. Et donc aussi l'intérêt, c'est qu'elles viennent sur le service directement. Voilà. Après, en France, par exemple, nous, on a ce qu'on appelle les direct-to-service, qui sont des films, effectivement, qui n'auraient pas de sortie cinéma et qui viennent, en fait, directement sur le service. On a à peu près 2-3 films par mois qui sont inédits, en fait, sur la plateforme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci Isabelle à vous. Bertrand. Rappelons que vous êtes directrice du contenu Amazon Prime Video France. Et si vous avez, par exemple, un abonnement Prime, tout simplement, il suffit de rentrer vos logins et votre mot de C'est passe gratuit. sur l'appli, Voilà. sur votre télé connectée, sur le Fire Stick TV dont on parlait, sur l'Apple TV, sur tous les services. Et vous vous retrouvez avec un front de catalogue très sympathique. Et ça vaut le coup de signaler. Merci beaucoup. Merci à vous. On va poursuivre ce rendez-vous avec l'ultra haute émission maintenant, avec le top 5 de Guillaume. Il est prêt, il est chaud bouillant. Le top 5 des séries du mois dorénavant, ce sera comme ça dans l'ultra haute émission, hashtag UHE sur Twitter si vous voulez réagir. Toujours avec Jean-Sébastien Zanqui, Thomas Camacho, Guillaume de Sens Critique. Justement, ce top 5, on le réalise avec Sens Critique parce que, évidemment, vous récoltez énormément de données sur toutes les séries qui buzzent actuellement, qui fonctionnent bien, celles qui fonctionnent moins bien. Et maintenant, Guillaume, on est très heureux d'écouter ton top 5. Tout à fait. Donc ouais, je vais vous parler des 5 séries où il s'est un petit peu passé quelque chose, il se passe quelque chose en ce moment. On va commencer par la première, c'est Marianne. Alors Marianne, c'était un sacré pari parce que c'est une série d'horreur française. En général, dans l'entertainment, Oui, c'est deux mots horreur qui vont pas français, ensemble, hein. c'est pas toujours ce qui fonctionne bien. Enfin, Donc, cela dit, quand on voit Bruno Magimel dans Marseille, on se dit parfois que les séries d'horreur françaises ont quand même bien fonctionné, non? Oui, c'est vrai. C'est pas forcément voulu, mais ça marche C'est pas bien. forcément voulu, mais c'est souvent quand marchait c'est très pas voulu bien. que c'est le plus efficace. Très bel hein. accent Ça, c'est marseillais. gravé, ça. hein. Bonhomme Magimel. C'est gravé, ça. Allez, je Voilà. traîner ça toute sa vie. Et donc, alors pour le coup, le résultat est pas si mal. On arrive à une moyenne de 5,6 sur 10. Sur Sens Critique, c'est pas mal. La Ça note aurait pu de être Sens pire. Critique, c'est 5,6 sur 10. ouais, c'est pas mal. Une bonne série, chez nous, ça commence plutôt à 6, mais 5-6, c'est vraiment pas mal. Et c'est assez partagé. Alors, il y a des gens vraiment qui n'aiment pas. Je vais vous citer notamment Natla, qui lui reproche une intrigue un peu légère, qui se résume à une histoire de chantage paranormal. Et on a aussi le bon vieux troll des familles, qui trouve cette série, qui trouve plus passionnant, de compter les gouttes de pluie que de regarder cette série. Ça, c'est Mguy. Voilà, c'est ce cher Mguy, exactement. Après, pour d'autres, en revanche, ça fonctionne, comme Drirwen, que je cite. Après avoir vu un sacré paquet de films d'épouvante, de merde, excusez-moi, il peut dire que Marianne installe une ambiance aussi pesante qu'effrayante. Et enfin, il y a un avis que j'aime bien, parce que je pense qu'il résume assez bien ce que cette série vaut, c'est Natla, qui nous dit que si la France a mis un pied dans le « j'ose timidement l'horreur », il faut lui donner confiance en elle. D'accord. Bon. Oui, c'est vrai que l'horreur et les productions françaises, ça fait pas forcément bon ménage. Thomas, toi,
T'as pas du tout aimé visiblement. Moi, j'ai pas eu l'occasion encore de la regarder. Je suis un peu, j'hésite quoi. Mais moi, bon. je serais plutôt team MGui, c'est ça? Ouais, T'es plutôt la team troll, toi. Ouais, moi, les gouttes de pluie. J'aime pas tirer à boulet rouge sur des initiatives, sur des productions qui osent s'attaquer à des genres bien définis, bien spécifiques et qui sont extrêmement exigeants aussi quand même. Mais là, pour moi, c'est pas possible. C'est un naufrage, c'est un gros raté. Moi, j'aime beaucoup les séries B, il y a pas de problème. Mais là, on flirte avec la grosse série Z. En termes d'écriture, d'interprétation, de facture globale, de mise en scène, c'est dans les commentaires, il disait que j'ai oublié le nom de la comédienne, je m'en excuse, celle qui interprète la sorcière apparemment s'en tire un peu mieux que les autres. Oui, mais moi, c'est une héroïne auquel je m'attache et pas une méchante, quoi. Ouais. Effectivement, dans ce type de production, si le méchant ou la méchante est réussi, ça fait 50% du job, mais là, l'héroïne, c'est pas possible. Non, je suis désolé pour elle, hein, mais... Bon, donc Marianne, du tout. faites-vous votre avis sur Sens Absolument Critique qui pas. sont un petit peu partagés. Thomas Camacho, il n'est pas allé jusqu'au bout. La deuxième série que tu as sélectionnée pour nous, C'est Dark Crystal. Dark Crystal. Dark Crystal, le retour. Oui, Oh là oui, oui. là. Donc là aussi attendu au tournant parce que culte dans les années 80. Et là, pour le coup, le pari est totalement réussi. On arrive à une moyenne de 8. C'est tout simplement la 3e meilleure série de l'année chez nous. Alors voilà, j'ai sélectionné quelques commentaires, notamment Payne, pour qui c'est flamboyant, bouleversant, poétique. Pour Red Arrow, c'est une claque de fantaisie comme on n'oserait plus en rêver. Ou enfin Adam Denis, pour qui c'est un hommage magnifique à Dark Crystal, qui au-delà d'y être incroyablement fidèle, le dépasse et l'embellit. Et d'ailleurs, ce qui a le plus bluffé nos membres, en fait, sont les marionnettes. Il faut savoir que en 2019, on fait toujours pas tout en numérique et les marionnettes sont vraies, ce sont des vrais personnages. Enfin, Oui, c'est pas de la 3D, Non, quoi. c'est Il y a pas vraiment du- des gars qui sont derrière alors, j'allais dire des animatronics, mais je ne sais même pas si Si, c'est ça. des... Complètement, c'est complètement des animatronics. Ils D'accord. ont réutilisé la même équipe de Jim Henson, qui était donc à l'origine du premier film avec Frank Oz qui était l'animateur de Yoda, quand même. Et C'était lui qui était, enfin pas dans Yoda, mais... qui avait sa main dans pas Yoda. loin. Il avait sa main dans Yoda. Voilà. Et puis, ils ont surtout repris un très grand talent qui est Brian Froud, qui est l'illustrateur et le concept artiste, qui a designé justement les créatures. Donc, ils ont réactivé comme ça tous ces talents. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Vraiment, c'est un vrai coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis un grand fan du film originel. Et je dois dire que j'ai été bluffé, surtout qu'en plus, c'est comment il s'appelle? C'est Louis Leterrier. Louis Leterrier à la production, Cocorico. Louis Leterrier, notamment le réalisateur d'Insaisissable. Et, Transporteur aussi. Transporteur. N'oublions pas. Oui, c'est vrai. Et j'en ai oublié un. Bon, bref. Alors attendez, donc juste pour récapituler, Marianne, c'est sur Netflix. Dark Crystal, c'est sur aussi. Netflix aussi. Ouais. Voilà. Production spécifique à Netflix. Ouais, Donc tout à fait. là encore, on voit que les droits sont verrouillés. Jean-Sébastien, ça rigole plus. Oui. Là voilà, ça appartient à Netflix, Dark Crystal. Tu as regardé ou pas ça Alors j'ai pas regardé parce que moi Dark Crystal ça me terrifie, c'est-à-dire que Oui, depuis voilà. que je suis gamin et du premier, les personnages me font absolument peur. Donc non, c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de Donc, regarder. si vous voulez faire plaisir à Jean-Sébastien, vous lui envoyez une Ah ouais, non, petite mais là depuis tout à l'heure, marionnette en de plein écran là, Dark Crystal. je suis T'es terrifié effrayé. complètement. C'est un D'accord. univers qui n'est pas voilà. très rassurant, Ouais, ouais, ouais. c'est sûr, mais quand même, quel travail Ah oui, oui, artistique, après, évidemment. c'est formidable. Et je conseille d'aller voir le making-of. Il y a un making-of d'1 heure qui est D'accord. vraiment génial, et ce qui rend hommage justement à tout le travail de ces artistes derrière. Non, c'est une très très bonne surprise, vraiment, génial. Guillaume, la troisième série dont tu voulais nous parler. Alors là, on va c'est- changer complètement d'univers. Et c'est l'une des surprises de l'été. Tout à fait. C'est Years and Years que j'ai fini hier soir. Devant ma petite assiette de taboulé. Voilà. C'est une série J'espère que ton taboulé Le était plateau bien. télé. C'était pas mal. C'était pas mal, La série était mieux. Donc c'est une série en fait qui est sortie en mai sur la BBC et c'est typiquement l'exemple de la série qui sort comme ça, qui sort un petit peu de nulle part. Bon, il y a quand même Emma Thompson, mais c'était pas du tout annoncé, il n'y a pas spécialement de buzz, et qui va progressivement s'installer. Elle va être ensuite reprise par MyCanal cet été, et tout doucement, il y a un excellent bouche-oreille qui va se faire, et d'ailleurs même Canal l'a mis à l'antenne en diffusion classique depuis la rentrée. Ça parle de quoi Years and Years. Alors, c'est compliqué à résumer parce que si je vous dis en gros que c'est une chronique d'anticipation sur une famille britannique sur les 15 prochaines années, je ne vais pas vous faire rêver et c'est pas vraiment lui rendre hommage. Après, il y a deux grands sujets qui sont vraiment la politique
et un petit peu la techno, ça pourrait se rapprocher très vaguement de Black Mirror. Mais pour le coup... C'est sous fond de Brexit aussi, hein, c'est ça c'est le point de départ en fait, c'est juste après le Brexit et donc on va suivre une évolution politique. Voilà. Mais après, j'ai pas trop envie de vous le dire parce que c'est très spoilant et je pense que c'est vraiment bien de la découvrir sans trop rien savoir. Mais justement, pour le coup, enfin pas pour le coup d'ailleurs, comme souvent nos membres en parlent assez bien, on a Aroc5, ils ont toujours des super pseudos, qui nous dit que la série nous met face à un miroir froid et rationnel dont tous les personnages constituent une part de nous-mêmes. Pour Pelican Man, elle provoque un électrochoc en traitant de manière fictionnelle et accélérée un chaos qui risque de s'avérer bien réel. C'est assez anxiogène aussi parfois, c'est très prenant. Hein. Parce que c'est assez réaliste aussi, ça paraît réel. Ça nous parle directement, ça nous touche directement, parce que le contexte politique, on est en plein dedans. On parle de Trump, on parle des populistes. Enfin, et le vivre dans l'actu, et puis le vivre aussi, on va dire, dans une série, c'est peut-être... voilà. C'est comme si on prenait un petit peu les mots de la société actuelle et on les pousse. Et le résultat fait bien flipper. Years and Years, donc sur Canal. 4e coup de cœur de ce mois, Guillaume. Alors là, c'est un grand classique. C'est la nouvelle saison de Peaky Blinders qui arrive dans quelques jours, tout début octobre, je crois, sur Netflix. Bon, c'est tout simplement une des meilleures séries notées sur Sens Critique. Pour cette saison 5, on va retrouver le beau Tom Shelby, donc, qui est interprété par Cillian Murphy, qui va devoir affronter avec son gang le crash de 1929 et comme toujours défendre son titre de boss de la pègre de Birmingham. Voilà, c'est une série qui est unanimement saluée, notamment par la qualité de sa réal. Et je vais juste vous dire une citation, je pense, qui résume très très bien la série, qui vient d'un membre qui s'appelle Peaky, voilà, qui n'a pas choisi, à mon avis, son pseudo par hasard, qui nous dit que c'est esthétiquement violent et violemment esthétique. D'accord. Vous êtes d'accord ? Peaky Blinders, vous suivez ou pas ? Moi, j'ai pas vu, c'est sur ma playlist. D'accord. Et je sais que ça passe sur Arte bientôt aussi en linéaire. Tout à fait, ouais, la saison 5 passe aussi sur Arte. Ceux qui n'ont pas Netflix pourront... Bon, il y a 5 saisons, hein, donc t'es pas couché. Non, bien sûr. Alors non, c'est que 6 épisodes par saison. 6 épisodes, ça va. Donc, c'est voilà. jouable. C'est à chaque fois des petits films, on va dire. JS ? J'ai pas encore vu non plus, pareil, c'est sur ma playlist, mais c'est prévu, parce qu'effectivement, j'entends que du bien de cette série. Bon, on va se faire du binge-watching. Spéciale dédicace à Alain Marchal qui adore. Ah, Alain voilà, tiens. Il faudra qu'il vienne tout le temps, il me dit, la prochaine fois nous en parler alors, Alain. Le petit chounet. On enchaîne avec ta 5e série. Alors celle-là, elle n'est pas encore sortie, mais elle crée un buzz incroyable. Ouais, pour 2 raisons. Ça va être, donc c'est The Mandalorian. Donc d'une part, ça va être la première grosse série Disney. Donc ça coïncide avec l'arrivée de Disney début novembre. Donc la Disney+, la nouvelle plateforme de Disney, disponible aux États-Unis, pas encore en Europe. Ce sera premier semestre 2020, on ne sait pas encore. Donc c'est la série de lancement. En 2 mots, c'est un spin-off de Star Wars qui va suivre un tueur mandalorien et qui se situe dans la chronologie de la saga, juste après le retour du Jedi. Très clairement, la série elle est archi attendue par les fans de la saga. Et là aussi, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui doit probablement être un grand fan chez nous, qui s'appelle Doc Key, qui, et je cite, « Nom d'un donatien padawan, la bande-annonce déchire du slip grave à donf. » Voilà. C'est vrai que la bande-annonce, c'est... En tout cas, c'est sûr que les fans seront là. Et le vrai pari pour Disney, c'est, une fois de plus, est-ce qu'on va réussir à aller au-delà de la fanbase ? Est-ce qu'on peut arriver à avoir un tel degré de qualité de production en passant d'un film, enfin d'une saga, à une série ? C'est un peu ça, non, la question, Thomas, Sébastien ? Déjà, en fait, moi, je suis très, très surpris de ces premières images et très rassuré par ce que je vois. Parce que derrière, on a quand même Jon Favreau. Moi, à titre perso, c'est pas un de mes réalisateurs préférés. On lui doit notamment le remake live du livre du Roi Lion et du livre de la Jungle. Il fait partie de la famille Disney. Hein. Ouais, Iron Man 1 et 2 aussi, c'est lui. Mais je suis très très impressionné par la qualité cinématographique là, des premières images. Je ne m'attendais pas à ça. Pour une première série live Star Wars, je suis vraiment bluffé par ces premières images. Et j'adore Boba Fett, donc voilà. Bon. De toute façon, je pense que Disney, à mon avis, je pense qu'ils ont mis les moyens conséquents parce qu'ils ne peuvent pas tellement se louper. C'est leur série de lancement, c'est leur plus grosse saga. Les enjeux sur cette série sont énormes. Donc probablement que le résultat sera là quand même.
Alors, c'est inspiré, je crois, de l'univers de Boba Fett. C'est pas une série sur Boba Fett vraiment. Oui, c'est inspiré. Voilà, c'est ça. Et donc, ça sort fin d'année donc sur Disney+, qui ne sera pas malheureusement disponible en France tout de suite. Non, c'est seulement aux Pays-Bas, ça sort en Europe, en plus qu'en même temps que les États-Unis, mais ça sera certainement entre premier et deuxième trimestre en Europe, dans le reste de l'Europe. Ouais, là aussi, c'est peut-être un peu stupide de la part de Disney de ne pas sortir une série comme ça de manière mondiale, parce qu'on sait que qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde va télécharger à droite à gauche les premiers épisodes de cette série. Ça, c'est sûr, après leur décharge, lancer une plateforme comme Disney+, worldwide, sur tous les pays, à mon avis, même pour Disney, c'est compliqué. Avec les gestions de droits incroyables qu'il doit y avoir derrière, puisqu'il y a des tonnes de contenus qui sont sur d'autres plateformes selon les pays. Et clairement, il y a là des négociations qui se font en ce moment pour justement tout regrouper enfin sur leur service et qu'ils soient disponibles. On aura l'occasion bien sûr de reparler de Disney+, qui sera l'un des gros morceaux, avec aussi Apple TV+, qui va être lancé dans quelques temps. On enchaîne tout de suite avec notre rendez-vous dans l'ultra haute émission, notre rendez-vous vintage. Notre rendez-vous vintage, et on fête un anniversaire pour cette première. Quel anniversaire! 222 épisodes, je crois que la série... 232 232 10 saisons, 232. J'en ai raté 10, parce qu'à chaque fois que je l'ai compté. Zut, j'en ai raté 10. Donc 232 épisodes, 10 ans de série, et ça fait 25 ans. Que ça dure. Voilà. Et quand on dit que ça dure, c'est parce que c'est tout le temps diffusé, multidiffusé, et à chaque fois ça fait un carnage. C'est Friends, bien sûr. Voilà, on voit le générique. Alors, on n'a pas la musique, mais c'est vrai que la chanson est un super tube. Enfin voilà, c'est vraiment, ça a marqué plusieurs générations, Friends. Et moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que je vois des gamins de 15 ans, 20 ans qui sont à fond dans Friends et qui se font des saisons, des marathons. C'est dingue. C'est incroyable. C'est à portée de clic maintenant en plus. Je veux dire, sur Netflix. Bon, alors sur Netflix, ça va disparaître début 2020, je crois. Oui, c'est ça, puisqu'en fait... C'est pas sûr? Non. En France, en tout cas, parce que après, je crois que c'est pas certain. C'est pas certain? Non. Ce que je sais, mais... D'accord. Mais parce que pour une raison simple, c'est que Netflix la paye très très cher, et donc c'est une très grosse source de revenus pour Warner en fait. Oui, donc ils se disent, est-ce que ça vaut le coup qu'on coupe les vannes? On parle de vraiment de très gros montants, on parle de plus de 100 millions de dollars quand même. Oui, c'est incroyable ce que Netflix a voulu mettre sur la table pour pouvoir en fait acquérir les droits de cette série. C'est la deuxième série la plus regardée sur Netflix après The Office. Oui. Pour l'anecdote. Et Thomas, donc, tu as un peu enquêté sur ce succès de Friends. Ouais, alors on parle effectivement de cet anniversaire, 25 ans de Friends, et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer encore la popularité de Friends. Il suffit juste de taper Friends à n'importe quel moment de l'année sur Google Actu ou sur n'importe quel moteur de recherche, vous aurez toujours un article, que ce soit en lien avec la série ou la vie des stars, des comédiens, enfin c'est assez frappant, mais vraiment à n'importe quel moment de l'année, je vous assure. Et souvent imité, jamais égalé, j'ai envie de dire aussi, quand même. On a eu des ersatz comme How I Met Your Mother, qui a eu son public pour une nouvelle génération, mais ça n'a pas eu, ça a eu son phénomène, mais je ne suis pas sûr que dans le temps, dans 25 ans, on en reparle encore, à vrai dire. Juste un mot sur le casting, parce que évidemment, on connaît tous par cœur tous les protagonistes de Friends qui sont devenus des stars et qui sont devenus millionnaires, forcément, chacun, parce qu'à la fin de la saison, ils monnayaient leur talent énormément. Qu'est-ce qu'ils sont devenus rapidement? Il y en a qui ont amorcé, qui ont négocié le virage mieux que d'autres, notamment Jennifer Aniston, évidemment la plus connue, qu'on verra d'ailleurs très prochainement sur Apple TV aux côtés de Reese Witherspoon sur The Morning Show, qui est une énorme série produite par Apple. 150 millions de dollars pour 20 épisodes. C'est plus cher par épisode que la dernière série de Game of Thrones. C'est dingue. Alors que les décors ont l'air plus simples, c'est un studio télé. J'espère qu'on va voir l'argent à l'écran, effectivement, quand même. Mais je pense que c'est surtout les cachets des comédiens qui ont dû coûter un peu cher, je pense, là, plus que les décors. On parle de 1,5 million par épisode pour Jennifer Aniston, 600 000 $ pour Steve Carell. Alors, Courtney Cox, elle, on l'a vue dans des sagas, Scream, la saga Scream, Cougar Town. David Schwimmer aussi, qui a bien négocié aussi l'après Friends, parce qu'il a fait des voix pour des films d'animation. Il a aussi amorcé une carrière de réalisateur plutôt honorable avec de la comédie, du drame. Et on va le voir justement sur Netflix encore, à l'affiche du nouveau Steven Soderbergh sur les Panama Papers, aux côtés quand même de Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas ou encore Sharon Stone. Ce sera le 18 octobre prochain. Voilà. Donc, un mot aussi sur le merchandising qui est un truc de dingue aujourd'hui. Friends, c'est partout et c'est même devenu des jouets.
Il y a des jouets, il y a un set Lego. Un set Lego qui est l'œuvre d'un Rouennais qui s'appelle Émeric Fievé et qui a créé ce Central Perk pour la gamme Lego Ideas. Alors Lego Ideas, c'est très intéressant parce que ce sont les fans qui proposent et qui soumettent au vote des internautes. Il faut récolter 10 000 votes pour que Lego produise un set. Donc là, ça vient de sortir. Moi, je sais déjà ce que je vais commander pour Noël. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, même Ikea. Ikea qui a customisé certains de leurs meubles, qui a lancé aussi une campagne, c'était en juin dernier, avec justement des meubles qui essayaient de se rapprocher le plus possible justement des meubles de l'époque. De l'intérieur de l'appartement. Ouais. D'accord. Voilà, très bien. L'intérieur à la Friends. Voilà, pour ces 25 ans de Friends, ça donne envie de se replonger un petit peu dans cette série qui était vraiment très très lourde. Il y avait des épisodes qui étaient vraiment excellents. Des trucs franchement, on n'a pas parlé des auteurs, mais c'était vraiment de la haute volée quand même. C'était tourné en live avec du public. C'était quelque chose. C'est clair. Eh oui, toute une époque, les années 90, les amis. Ça ne nous rajeunit pas, c'était l'époque de la VHS. Eh ouais. Bon, on va terminer maintenant cette ultra haute émission, tout simplement par la sélection des films qu'il faut aller voir et qui valent le détour ou pas, tiens, justement. Bon, Thomas, tu as 2 minutes pour nous faire rêver avec Ad Astra. Ad Astra, je vais essayer de vous faire rêver parce que c'est pas un film qui est si accessible que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La bande-annonce vendait une grosse machine hollywoodienne et en fait, il est ça, mais il ne l'est pas tout à fait. On suit Brad Pitt dans un futur proche qui est envoyé sur Neptune pour retrouver son papa qui a disparu 16 ans plus tôt lors d'une mission. Quelle idée aussi de partir sur Neptune comme pour ça, découvrir une intelligence extraterrestre. Bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant avec ce film quand même, c'est que on peut légitimement se dire on a été trompé sur la marchandise si on s'est basé uniquement sur la bande-annonce. Mais ce qui est à noter et ce qu'il faut dire, c'est que maintenant, il faut quand même aussi se renseigner sur qui est derrière ce type de film. Et en l'occurrence, c'est James Gray. James Gray qui est plus habitué au film noir, au polar torturé, sur les liens familiaux complexes. On lui doit notamment La nuit nous appartient, un polar avec Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg. Donc effectivement, le voir s'emparer de ce genre-là qui est quand même assez large aujourd'hui, grand public, une grosse machine, la Fox derrière. Si on se renseignait un tout petit peu, on pouvait s'attendre à ce que ce ne soit pas le blockbuster tonitruant promis. Moi, j'ai beaucoup aimé à titre personnel. Donc c'est un peu plus profond, on va dire. Oui, il y a une première partie quand même où vraiment c'est dynamique, c'est le blockbuster d'action qu'on attendait, avec notamment une scène d'ouverture très impressionnante. Et puis après, on s'enfonce dans la trajectoire très introspective de ce personnage qui va d'étape en étape jusqu'à donc Neptune. Et il y a un peu avec de très très grosses guillemets, un peu de 2001 pour le côté contemplatif, mais surtout Apocalypse Now. Tiens. Apocalypse Now qui est vraiment... ne nous en dis pas plus. On ira le voir. Ça sort quand au cinéma ? C'est sorti, c'est en salle. C'est en salle. Ça buzz ou pas, Ad Astra? Oui, c'est le film qui marche le mieux en ce moment. C'est le film qui a le plus d'activité chez nous et avec une très bonne note de 7,3 si je ne dis pas de bêtises, ce qui commence à faire... C'est bien parce que le bouche à oreille n'était pas forcément super bon. Après, James Gray, il y a aussi une vraie réputation. J'ai vu, j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Enfin, disclaimer, j'adore déjà James Gray depuis toujours. Donc voilà, faut pas s'attendre à un film effectivement d'action, même s'il y a des scènes d'action, c'est assez étonnant pour lui. Une poursuite sur la Lune qui est c'est ça. Mais c'est quand même un film très introspectif sur la recherche du père. Enfin, allez le voir, c'est vraiment une bonne surprise de cette rentrée. Ad Astra donc. Eh bien voilà, messieurs, merci pour cette première. Merci à toi. Voilà, il y avait beaucoup de choses et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter, en tout cas à regarder ce premier rendez-vous, comme nous, on a pris beaucoup de plaisir à le préparer avec Jean-Sébastien Zanqui, donc Thomas Camacho et Guillaume, qu'on peut retrouver donc sur Sens Critique. Pas moi, mais... Enfin, pas toi, mais toute ta communauté. Tout à fait. Voilà, bien sûr. Un petit mot pour vous rappeler qu'on vous offre avec TCL un très beau cadeau, et ce sera comme ça dans chaque émission, en fait, dans chaque ultra haute émission, avec notre partenaire TCL, nous vous offrons, donc plutôt sympathique, là, pour cette première, un TV 55 pouces.
avec tous les raffinements technologiques qu'on doit avoir dans une télé aujourd'hui, Dolby Vision, HDR10, évidemment connecté avec Android TV, ce qui vous permet d'accéder en fait à énormément de services de télé connectés, pratiquement tous, ils sont tous là. Et si vous voulez tenter votre chance pour remporter donc cette télé 55 pouces, c'est simple, vous allez sur le site zeronet.com dans la rubrique concours et vous vous laissez guider. Et on vous souhaite bonne chance, on communiquera évidemment le nom du gagnant lors de la prochaine émission. Le hashtag UHE si vous voulez réagir sur Twitter. Merci de nous avoir suivis et on sera là le mois prochain. À très vite. L'ultra haute émission avec TCL, deuxième fabricant mondial de téléviseurs.